On est en 2007. Quentin Tarantino termine la rédaction d'un livre sur Sergio Corbucci, l'un des cinéastes ayant le plus marqué le genre du western spaghetti. Ce livre, il donne envie à Tarantino de réaliser son propre western. D'autant plus qu'à l'époque, il finalise la préparation de Inglourious Basterds et que la perspective de tourner avec Mélanie Laurent fait qu'il a bien besoin de se changer les idées. Donc là, en tant qu'actrice, en ce moment, je suis sur le prochain Tarantino. Il va s'inspirer de l'un des films les plus connus de Corbucci, donc l'excellent Django, pour écrire un scénario d'un western qu'il va proposer en 2011 aux frères Weinstein. Bon alors, l'idée d'avoir un western ultra-violent réalisé par Tarantino fait évidemment fantasmer tout Hollywood, et du coup le projet se monte très rapidement. Avec un casting ultra prometteur où se côtoie un nombre de stars plutôt impressionnant. Si Will Smith était envisagé dans le rôle principal, c'est finalement Jamie Foxx qui va camper Django, et il va être entouré de Christoph Waltz et de Leonardo DiCaprio, entre autres. Now! What's it gonna be, Doc? Huh? What's it gonna be? May I lift the hands off the tabletop in order to remove my billfold? Le tournage sera le plus long de la carrière de Tarantino, il va s'étaler sur près de 4 mois et demi, ce qui est vraiment énorme, et il se terminera en juillet 2012 sans avoir eu trop de problèmes ni de dépassement de budget. En même temps, Tarantino avait une enveloppe assez confortable de 100 millions, ce qui est vraiment pas mal, surtout qu'au final Tarantino, alors c'est un réalisateur que tout le monde connaît, mais ses films ne ramènent jamais 1 milliard au box-office, mais bon là les 100 millions ils se justifient amplement par l'ampleur de la mise en scène, de la reconstitution historique, par le casting, etc. Tout se voit à l'écran. I miss you like I misses a rock in my shoe. Now, I ask you, who this nigga on that neck? Bref, Django Unchained, il va sortir en pleine période de Noël aux États-Unis, accompagné d'un marketing assez puissant, et le résultat, il est là, près de 500 millions de dollars au box-office. Ce sera le plus grand succès de Quentin Tarantino, et il sera aidé pour ça par un bouche-à-oreille très positif. Et ça, y a rien de vraiment étonnant, parce que Django Unchained, il est dans la plus pure tradition des films de Tarantino. En fait, avec ce film, Tarantino va donner au public tout ce qu'il voulait voir, des dialogues acérés, maîtrisés, et un rythme qui va mêler tension et hystérie, avec des tourbillons de violence typiques de Tarantino, et avec toujours le même humour un peu grinçant. Ouais, Django Unchained donne au public tout ce qu'il demande, et je trouve que c'est un peu le problème du film. I said tell Miss Laura goodbye. Bye, Miss Laura. Parce que pour moi, le film, il surprend pas vraiment, il a ni la maîtrise formelle, ni la maîtrise thématique des 8 salopards, qui est l'autre western de Quentin Tarantino, qui est vraiment, lui, ce que j'appellerais un chef-d'œuvre, qui a une profondeur énorme, qui est une vraie proposition cinématographique très mature et intelligente, qui va vraiment te plonger dans un univers fou dès son sublime plan d'intro. Et en fait, les 8 salopards, pour moi, c'est un peu l'œuvre de la maturité pour Tarantino. Par exemple, en choisissant le 70 mm, qui est un format généralement utilisé pour filmer des grands espaces, pour filmer des paysages gigantesques, etc. Lui, il va choisir ce format-là typique du western pour filmer un huis clos dans une auberge. Avec les 8 salopards, il y avait une vraie réflexion méta sur le genre qu'il abordait. Avec Django, je retrouve pas forcément cette réflexion. Django Unchained, c'est un film généreux qui est évidemment bien mis en scène, qui a pas mal de séquences assez marquantes, mais qui reste un peu paradoxalement trop sage à mon goût, qui est trop immature, qui est trop prévisible, un peu trop attendu, comme si Tarantino il restait trop timoré par ses influences plutôt que de s'en émanciper et d'apporter un nouveau discours. Mais bref, peu importe, Django est un film très référencé, qui s'inspire évidemment de monuments du genre, c'est les mêmes, en mieux. Ok, bon alors pour le premier film, les gars, j'ai pas le temps, on va directement foncer sur un putain de monument, un film qui est très clairement dans mon panthéon de l'histoire du cinéma, c'est pas loin d'être mon film préféré, on va parler d'un western qui s'appelle Keoma. I got Keoma! He'll die! He can't die. And you know why? Because he's free. And the man who is free never dies. Dans ce film, on va suivre Keoma, qui est incarné à merveille par Franco Nero, qui joue aussi Django dans l'original de Corbucci. Keoma, c'est un personnage qui erre comme un fantôme dans une région malade et ravagée par la peste, et qui va se retrouver au milieu d'une embrouille avec ses 3 demi-frères. C'est en quelque sorte une histoire de règlement de compte, une histoire de vengeance dans un univers complètement désolé.
Et croyez-moi, c'est une gigantesque claque. En fait, ce film est sorti en 1976. À cette période, le western spaghetti était un genre qui avait tendance à tomber un peu dans l'auto-caricature. Et puis soudain, on a Castellari qui nous balance une sorte de western mythologique complètement mystérieux, complètement envoûtant, à la violence sèche, un film qui traite d'une multitude de thèmes quasi christiques, avec une puissance évocatrice complètement folle. And you, Keoma, you, my boy, you wanna die or wanna live? Don't you feel you've done it all? And don't you think the time has come to love? Parce que dans sa mise en scène, Castellari, il roule sur tout le monde. En filmant son héros dont on ne sait rien, qui pue le charisme à chaque apparition, en fait, il va rivaliser d'ingéniosité pour faire un film complètement jouissif visuellement, notamment grâce à une direction artistique absolument sublime, certes. Je veux dire, attendez, regardez ces décors, regardez ces plans. On est vraiment sur quelque chose d'assez unique. Mais il y a aussi son travail sur la mise en scène, sur ses lents zooms, sur ses ralentis, sur ce travail sur les visages déformés, même sur l'éclairage qui va transformer Keoma en une sorte de film complètement fantastique. Cet éclairage, il est très représentatif d'une idée du film que je trouve parfaite, c'est qu'en fait, dans Keoma, tout baigne dans une atmosphère très planante, très envoûtante, quasiment hypnotisante. Progressivement, cette atmosphère va presque devenir surnaturelle, et tout ça, ça va être bien aidé aussi par la bande originale, qui est constituée de plaintes mélancoliques à la gloire du héros qui traîne dans un paysage désert, comme ça pouvait un peu être le cas dans Django. Yeah, I'm here in front of these men. Et là où c'est très intéressant, c'est que tous ces éléments réunis font de Keoma un western à la limite d'un film post-apocalyptique. Et c'est difficile de pas penser que Castellari, quand il filme son héros traverser des paysages sous forme de cimetières, des paysages en ruine, mais en fait il ne pense pas à l'état du western spaghetti à l'époque où il filme Keoma. C'est-à-dire que c'était un cimetière, le western spaghetti à l'époque. Et on peut se demander si le réalisateur voulait pas dresser une sorte de portrait du genre tel qu'il était en 1976. Mais bon, ça c'est ce qu'on peut avoir si on décide d'intellectualiser un peu Keoma, mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Parce que évidemment, par cette histoire de règlement de compte, Castellari parle d'une multitude de thèmes, tous servis par une mise en scène hallucinante, mais surtout, en fait, il filme un western complètement orgasmique. You only exist so man can fulfill his destiny. Why do you wanna change mine? I did it once. Remember? Keoma, c'est un film à part, par sa dureté, son jusqu'au-boutisme, sa représentation bien plus extrême que ne pouvait l'être Django. Sa direction artistique, ses costumes vieillis, ses paysages, la mise en scène d'éléments fantastiques et post-apocalyptiques dans l'univers du western, tout ça fait vraiment de ce film un film à voir. Peut-être le film d'ailleurs à voir absolument parmi tous ceux que j'ai pu conseiller sur cette chaîne. Vraiment, allez-y, foncez, c'est monumental. How much you willing to pay? 4 cents. 4 cents. 4 cents is mighty little. The price of 4 bullets. 1, 2, 3, and 4. Et pour le deuxième film, restons sur du très très lourd, bien qu'un peu plus connu. Si je vous parle de Django Unchained, la plupart d'entre vous vont me parler de l'hystérie de DiCaprio, des séquences de fusillade complètement dingues, du joyeux bordel que peuvent être certaines scènes qui partent dans tous les sens, c'est généralement ce qu'on retient du film. Et ben du coup, moi je vous propose un film qui n'est que ça pendant 2 heures, c'est un film coréen, un western qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Cinglé. Un western coréen, me direz-vous, quelle drôle d'idée, eh bien vous aurez raison, mais sachez qu'on est sur un film complètement jouissif et orgasmique. Une sorte d'hommage au western spaghetti qui a pas mal d'atouts pour lui en vrai. Déjà, son rythme, c'est-à-dire que dès la scène d'intro, vous allez être plongé dans un récit qui s'arrête jamais, qui va très vite, avec un vrai sens de l'aventure et énormément d'action, et de l'action qui est très très bien mise en scène. Parce que le découpage est toujours lisible, que la photographie du film est vraiment belle, que ce soit lors de l'action ou lors des rares passages qui sont un peu plus calmes. Même les fusillades sont hyper bien chorégraphiées et on sent qu'il y a de l'ampleur, on sent qu'il y a du budget et on le voit à l'écran, on voit vraiment chaque dollar dépensé. Et on retrouve un peu tous les passages obligés du genre du western, que ce soit par exemple l'attaque d'un train dès la scène d'intro, que ce soit l'impasse mexicaine, que ce soit les gros plans sur les visages pleins de tension.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une parodie qui n'oublie pas de créer sa propre mythologie et qui se contente pas de repomper bêtement les classiques. Donc dans l'intention, on est à peu près sur la même idée que Django Unchained, sauf qu'ici il y a un peu plus d'humour, il y a un ton un peu plus léger et surtout il y a une mise en scène que je trouve encore plus limpide, encore plus maîtrisée. Et ce qui est vraiment génial, c'est que c'est communicatif, parce que, bon, déjà, le casting est dingue, et en plus, on sent vraiment que le casting s'éclate. Il s'éclate vraiment, et on le comprend, parce que c'est un film qui est vraiment à bon moment, super bien réalisé, ultra nerveux, forcément un peu parfois too much, mais c'est ce qu'on attend. Et puis voilà, c'est servi par une BO qui est plutôt géniale, et des scènes d'anthologie dès l'introduction, que moi je trouve vraiment plutôt impressionnantes. Non, vraiment, vous pouvez y aller, c'est pareil, ça va être un excellent moment à passer. Ok, bon maintenant, on a bien rigolé, mais... La bamboche, c'est terminé. En plaçant son western en pleine période d'esclavage et de ségrégation, Quentin Tarantino il prenait un risque. Celui de plonger dans une énième dénonciation misérabiliste et académique d'une période qui est évidemment horrible, mais qui est trop souvent traitée avec une sorte de tire-larme qui vraiment enlève toute force au récit. Heureusement, il a réussi à éviter ça, et ça c'était vraiment pas gagné. Et c'est un peu ce que fera aussi notre dernier film, Mandingo, réalisé par Richard Fleischer. On est sur une fresque historique qui se déroule durant l'esclavage, et c'est une thématique traitée avec une intelligence folle et avec une fureur que j'ai rarement vue au cinéma. En gros, on va suivre l'histoire de Hammond, d'un jeune propriétaire riche et blanc, qui développe une sorte de fétichisme sexuel pour ces jeunes esclaves noirs. Bon, avec un pitch pareil, vous vous doutez bien qu'on n'est pas sur un film à Oscar. Et c'est un film à l'atmosphère très moite, très poisseuse, qui va au bout des choses, notamment dans sa représentation de la violence, mais aussi dans sa représentation de la sexualité. Parce qu'il y a plusieurs scènes érotiques franchement osées, toujours très bien mises en scène, mais filmé avec une frontalité qu'on n'imagine pas forcément pour un film sur ce sujet dans les années 70. Touch me. Oh, please touch me. Et ce qui fait de Mandingo un très bon film, c'est sa science de l'écriture, sa capacité à partir d'un sujet pour livrer plusieurs niveaux de lecture sur des thématiques ultra variées. Et ce niveau de lecture, il est servi par une imagerie qui va vraiment au fond des choses, parce qu'autant vous dire qu'on aura toutes les horreurs possibles filmées vraiment de manière explicite à l'écran. Mandingo, il enchaîne les scènes chocs, mais jamais gratuites, qui sont juste mémorables, qui sont vraiment puissantes, mais bon, d'une brutalité morale quand même assez hallucinante, jusqu'à cette scène finale qui va vraiment vous laisser KO. C'est clairement un film à réserver à un public averti, mais c'est aussi une pièce maîtresse du cinéma américain, qui ose vraiment vous montrer ce que beaucoup de films qui se prétendent revendicateurs, qui se prétendent polémiques, n'osent même pas évoquer en fait. Donc vraiment, vous pouvez foncer, c'est un très grand film. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vais pas vous mentir, ça a été une sélection assez difficile. J'avais 250 000 westerns en tête, mais j'ai essayé de varier un peu les plaisirs. Sachez que j'ai largement assez de matière pour un potentiel épisode 2. Mais en attendant, comme d'habitude, c'est vous qui allez choisir le prochain film dont on va parler. Et on va rester sur les en mieux, parce que je vais vous proposer The Revenant en mieux, ou alors La La Land en mieux. Girl in the front. I ran. I ran. A fantastic suggestion. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, merci beaucoup d'être aussi nombreux à suivre Intercut, ça me donne tellement de force, vous n'avez pas idée. Je vous dis ciao à tous, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, salut.